Beatrice Sterling n'était pas une enfant. Elle était une catastrophe naturelle enveloppée de soie. Son père, Arthur Sterling, possédait la moitié des gratte-ciels de Manhattan. Pourtant, il ne pouvait pas acheter l'obéissance de sa fille de 7 ans. Elle avait usé et abusé de 12 nounous en 6 mois. Les meilleurs psychologues la jugeaient incurable, affirmant qu'elle avait besoin d'une équipe d'experts frénétiques. Mais les experts avaient tort. Elle n'avait pas besoin d'un docteur ou d'un disciplinaire. Elle avait besoin de Riley, une femme avec 3 dollars sur son compte bancaire et des taches sur son tablier. Cette serveuse a fait l'impensable, exposant le sombre secret qui se cachait derrière les portes d'un milliardaire. Le rush du mardi midi au Silver Spoon était toujours un cauchemar, mais aujourd'hui, l'atmosphère semblait plus pesante. Riley Miller essuya la sueur de son front avec le dos de la main, tout en équilibrant un plateau de hamburgers tièdes. Ses pieds lui faisaient mal. La semelle de ses baskets était usée depuis des semaines, et chaque pas sur le carrelage dur lui rappelait le loyer qu'elle devait. Riley avait 26 ans, mais ses yeux reflétaient la fatigue de quelqu'un qui avait 2 fois son âge. Elle n'était pas censée être là. Il y a 3 ans, elle était à mi-chemin d'un diplôme d'infirmière lorsque le diagnostic de sa mère a épuisé leurs économies et l'a forcée à troquer ses manuels scolaires contre un tablier. La table 4 a besoin d'être resservie. Riley, dépêche-toi, aboya Rick, son manager, depuis la fenêtre de service. J'arrive, marmonna-t-elle en gardant la tête baissée. La clochette au-dessus de la porte tinta, non pas avec son petit ding habituel, mais comme une annonce solennelle. Le bruit dans le restaurant s'est immédiatement tu. Un homme qui semblait tout droit sorti d'une couverture du magazine Forbes est entré. Arthur Sterling. Même Riley, qui évitait des actualités, connaissait ce visage. Une mâchoire carrée, un costume gris acier et des yeux qui semblaient constamment calculer la dépréciation de tout ce qu'il touchait. Mais aujourd'hui, il avait l'air harassé. Derrière lui, tenant une poupée blanche immaculée par une jambe, se traînait Béatrice. Beatrice Sterling avait 7 ans et portait un manteau Burberry qui coûtait plus cher que la voiture de Riley. Elle avait des boucles dorées et un visage d'ange, mais son expression était purement et simplement malveillante. Derrière eux se trouvait une femme à l'air affolée, vêtue d'un uniforme bleu marine. La nounou numéro 12, sans doute. Ils s'installèrent dans la banquette du coin. La meilleure banquette. « Je ne veux pas être ici », annonça Béatrice. Sa voix n'était pas géniarde. C'était une déclaration froide et factuelle. « Sois gentille. » Arthur soupira en regardant sa montre. « Le chef à la maison est malade. On va manger un morceau, puis je te déposerai à tes cours. Mademoiselle Gable restera avec toi. Je déteste Mademoiselle Gable. » « Elle sent le chien mouillé, » dit Béatrice à voix haute. La nounou tressaillit. Arthur se pinça l'arête du nez. « Commande, Béatrice. » Riley s'approcha de la table, un bloc-notes à la main. Elle n'afficha pas le sourire factice qu'elle réservait aux touristes. Elle était trop fatiguée. « Café? Noir? Double? » demanda Arthur sans lever les yeux. « Et pour la princesse? » demanda Riley en regardant l'enfant. Béatrice lui lança un regard noir. « Je veux un milkshake au chocolat. Mais je le veux dans un verre en verre, pas en plastique, et s'il est trop épais, je le renverserai par terre. » Riley haussa un sourcil. Le restaurant redevint silencieux. Les clients regardaient. « Nous n'avons que du plastique pour les enfants, ma chérie, » dit Riley d'un ton neutre. « Je ne suis pas une chérie. Je suis une Sterling, » rétorqua Béatrice. « Apportez-moi le verre. » Arthur leva les yeux, embarrassé. « Vous pouvez juste le faire. Je paierai le verre si elle le casse. » Riley hésita, puis acquiesça. Elle revint 5 minutes plus tard. Le milkshake était dans un verre épais. Elle le posa sur la table. Béatrice le fixa du regard. Elle regarda son père qui tapait sur son téléphone. Elle regarda la nounou qui tremblait. Puis elle regarda Riley. D'un mouvement lent et délibéré, Béatrice poussa le verre. Il se brisa sur le carrelage. Du chocolat fondu éclaboussa les baskets usées de Riley et tacha l'ourlet de son jean. Les clients du restaurant poussèrent des cris de surprise. Arthur bondit. « Béatrice. » « C'était trop épais, » dit la fillette en croisant les bras. Elle regarda Riley avec un air provocateur. « Fais quelque chose. Crie sur moi. Mon père te licenciera. » Riley ne cria pas, et elle ne courut pas chercher un balai. Elle ne s'excusa pas auprès du milliardaire. Riley se contenta de se pencher, d'attraper la chaise vide de la table voisine et de la traîner bruyamment sur le sol. Elle s'assit juste en face de Béatrice, ignorant complètement Arthur. « Qu'est-ce que tu fais? »
demanda Arthur stupéfait. Riley fixa la fillette de 7 ans du regard. Tu as mis du désordre. Eh bien, ricana Béatrice, nettoie. C'est ton travail. Mon travail consiste à servir les plats, répondit Riley d'une voix dangereusement calme. Mon travail ne consiste pas à nettoyer derrière des enfants en bonne santé qui se comportent comme des bambins. C'est dégoûtant. Riley fouilla dans la poche de son tablier, en sortit un chiffon et le posa sur la table devant Béatrice. « Nettoie ça, dit Riley. Excusez-moi. » Arthur intervint, la voix grave. « Mademoiselle, je paierai le nettoyage. Je paierai vos chaussures. Ne parlez pas ainsi à ma fille. » Riley tourna lentement la tête vers le milliardaire. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est grâce à votre argent qu'elle pense pouvoir jeter du verre sur les gens. Si vous nettoyez, vous lui apprenez que son désordre est votre problème. Si je nettoie, je lui apprends que les travailleurs sont des ordures. » Elle se retourna vers Béatrice. « Nettoyez ou je prends votre poupée. » Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent. « Vous ne pouvez pas toucher à mes affaires. Regardez-moi. » Riley tendit la main vers la poupée. Béatrice l'arracha en hurlant. « Papa, renvoyez-la! » Arthur regarda tour à tour sa fille et la serveuse. Il vit quelque chose dans les yeux de Riley. Pas de la colère, mais une profonde et épuisante détermination. Il vit une femme qui n'avait pas peur de sa fortune. « Papa Plum !» Béatrice hurla. Arthur resta immobile. « Nettoie ça !» dit la fille, figée. La trahison se lisait clairement sur son visage. Elle regarda Riley, qui n'avait pas cillé. Tremblant de rage, Béatrice attrapa le chiffon, le glissa hors de la banquette. Pendant 3 minutes, les seuls bruits dans le restaurant furent les reniflements de la fille et le claquement humide du chiffon contre le corlage. Elle fit un travail épouvantable, étalant le chocolat partout, mais elle le fit. Quand elle se releva, les mains collantes, Riley hocha la tête. « Bien. Maintenant, assieds-toi. » Riley se leva, regarda Arthur et dit « Je vais payer l'addition. » Elle s'éloigna. 10 minutes plus tard, après leur départ, Riley alla débarrasser la table. Sous le porte-serviette, il n'y avait pas de pourboire en espèces. Il y avait une carte de visite, en papier épais, avec des lettres en relief. Arthur Sterling, PDG, Sterling Dynamics. Au dos, écrit à la main à l'encre de Chine, « Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai besoin de vous. Appelez ce numéro ce soir. » Riley resta les yeux fixés sur la carte pendant 3 heures après la fin de son service. Son appartement était une boîte à chaussures dans un quartier délabré de la ville. Le radiateur sifflait et cliquetait, faisant plus de bruit que de chaleur. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une pile de factures médicales pour l'établissement de soins de sa mère. Les timbres de retard étaient rouges et agressifs. Elle avait besoin d'argent. Elle n'avait pas besoin de complications. Et la famille d'un milliardaire était la définition même d'une complication. Mais le montant des factures, 200 $, ait pris la décision à sa place. Elle a composé le numéro. « Résidence Sterling ». Une voix masculine claire a répondu. « Ici Riley Miller. Monsieur Sterling m'a demandé de l'appeler. Veuillez patienter. » 30 secondes plus tard, la voix d'Arthur est apparue au bout du fil. « Vous avez appelé. Vous avez laissé une carte, » dit Riley, appuyé contre son comptoir ébréché. « Écoutez, Monsieur Sterling, je suis désolé pour la scène d'aujourd'hui. Si vous avez l'intention de poursuivre le restaurant ou de me faire licencier, je veux vous engager, » intervint Arthur. « Je suis serveuse, pas consultante. J'ai des consultantes, j'ai des tuteurs, des nounous, des psychologues et des thérapeutes comportementaux. Je les paye des millions et Béatrice les terrorise tous. Aujourd'hui, c'était la première fois en 3 ans que je la voyais écouter quelqu'un. Elle n'écoutait pas, corrigea Riley. Elle était sous le choc. Ça ne marchera pas 2 fois. Je suis prête à parier que ça marchera. Je veux que vous veniez au domaine demain, à 10 heures, juste pour discuter. Je vous paierai 5 000 $ de l'heure. » Riley faillit laisser tomber le téléphone. 5 000 $. Cela couvrait les frais médicaux et le loyer. « Je viendrai, » murmura-t-elle. Le domaine Sterling ressemblait moins à une maison qu'à une forteresse. De hautes grilles Ampher, des caméras pivotantes qui suivaient sa Honda Civic cabossée, tandis qu'elle remontait l'allée sinueuse. La maison elle-même était un vaste manoir néo-gothique qui se dressait contre le ciel gris. Un majordome ouvrit la porte. Monsieur Sterling est dans la bibliothèque. L'intérieur était froid, pas en termes de température, mais émotionnellement.
Des sols en marbre, des statues dignes d'un musée et un silence si profond qu'il en était pesant. Arthur se tenait près de la fenêtre. Assise dans un fauteuil à oreilles à proximité, se trouvait une femme qui semblait avoir été sculptée dans la glace. Elle portait un tailleur gris austère, ses cheveux tirés en arrière si fort que cela semblait douloureux. « Mademoiselle Miller, » dit Arthur en se retournant. « Merci d'être venue. Voici Madame Agatha Harrington. Elle gère la maison et l'emploi du temps de Béatrice. » Madame Harrington ne se leva pas. Elle regarda Riley de haut en bas, les lèvres légèrement retroussées en voyant le blazer d'occasion de Riley. « Voici la serveuse. »« Enchanté, » dit Riley, ignorant le ton. « Riley, » Arthur s'avança. « Je vais aller droit au but. La mère de Béatrix est décédée quand elle avait 3 ans. Depuis, ça a été difficile. Je voyage constamment pour mon travail. Madame Harrington gère le personnel, mais nous n'arrivons pas à garder une nounou. Béatrice les attaque physiquement et émotionnellement. Elle détruit leurs biens. C'est une enfant, dit Riley. Elle se comporte ainsi pour attirer l'attention. C'est plus que ça, intervint Madame Harrington avec douceur. L'enfant est brisé. Nous soupçonnons un trouble de la personnalité. Nous avons besoin de quelqu'un pour simplement la contenir jusqu'à ce qu'elle soit en âge d'aller en pensionnat en Suisse l'année prochaine. Riley sentit un frisson la parcourir. La contenir comme un animal. « Je vous offre un poste, » dit Arthur. « Vous vivrez chez nous. Vous serez sa principale responsable. Le salaire est de 150 000 $ par an, plus des primes. » Riley eut le souffle coupé. C'était une somme qui pouvait changer sa vie. Mais Arthur poursuivit, « Vous aurez une autonomie totale. Vous ne rendrez pas de compte à Madame Harrington en matière de discipline. Vous ne rendrez de compte qu'à moi. » Madame Harrington plissa les yeux. Elle détestait clairement cette idée. « Puis-je la rencontrer d'abord ?» demanda Riley. « Avant que je ne donne ma réponse, elle est dans la salle de jeu, au 3e étage, dans l'aile est, » dit Madame Harrington d'un ton sec. « Bonne chance, la dernière est partie en sang. » Riley monta le grand escalier. La maison ressemblait à un musée, pas à un foyer. Pas de photos au mur, pas de jouets par terre, juste la perfection. Elle trouva la porte de la salle de jeu, un bocal à l'intérieur. On aurait dit qu'une tornade avait frappé. Les jouets étaient brisés, les livres étaient déchirés. Béatrice était assise au milieu du chaos, utilisant une paire de ciseaux pour couper la tête d'une rangée de poupées barbicouteuses. Elle leva les yeux lorsque Riley entra. La reconnaissance brilla dans ses yeux, suivie d'un froncement de sourcils défensifs. « Toi !» cracha Béatrice. « Mon père a engagé la serveuse. C'est pathétique. » Riley ne réagit pas. Elle se dirigea vers un pouf, repoussa d'un coup de pied une Barbie sans tête et s'assit. Elle sortit un livre de poche de sa poche et commença à lire. Béatrice la fixait. « Qu'est-ce que tu fais? Tu lis? Tu es censé me dire quoi faire, essayer de jouer avec moi ou me poser des questions sur mes sentiments. Je n'ai pas encore été payé, » dit Riley en tournant une page. « Donc, pour l'instant, je traîne juste ici. » Béatrix se leva. Les ciseaux brillaient dans sa main. Elle s'approcha de Riley. « Sors d'ici. » « Non. » Béatrice attrapa un bloc de bois et le brandit. Il passa à toute vitesse près de l'oreille de Riley, la manquant d'1 centimètre. Riley ne broncha pas. Elle ne leva pas les yeux. « Tu as raté ton coup, » dit Riley calmement. Béatrice poussa un cri aigu et perçant de frustration. Elle attrapa un pot de peinture rouge sur la table d'or. « Je vais abîmer tes vêtements. Ils viennent de Goodwill, petite. Ils ont coûté 4 $. Vas-y. » Béatrice se figea. La menace ne fonctionnait pas. Le rapport de force était rompu. Elle laissa tomber la peinture, respirant bruyamment. « Pourquoi n'as-tu pas peur de moi? » murmura Béatrice. « Tout le monde a peur de moi. » Riley ferma enfin son livre. Elle regarda la petite fille. Elle la regarda vraiment. Elle vit les cernes sous les yeux de Béatrice. Elle vit que les mains de la fillette tremblaient légèrement. « Parce que je connais un secret, » dit Riley doucement. Béatrice s'approcha, curieuse malgré elle. « Quel secret? »« Je sais que tu n'es pas méchante, » dit Riley. « Je pense que tu es juste seule. Et je pense que tu es vraiment, vraiment fatiguée. » Les lèvres de Béatrice tremblèrent. Pendant une seconde, le masque tomba, mais la porte grinça. Madame Harrington se tenait là, observant la scène. Immédiatement, le visage de Béatrix se durcit. Elle jeta les ciseaux par terre.
Je la déteste. Papa, elle m'a frappé, cria Béatrice en regardant la porte. Riley regarda la porte. Madame Harrington souriait, d'un sourire fin et reptilien. J'ai tout vu. Madame Harrington mentit avec aisance tandis qu'Arthur se précipitait dans les escaliers derrière elle. Monsieur Sterling, cette femme vient de menacer Béatrice. Arthur regarda Riley, puis Béatrice, puis Madame Harrington. Riley se leva. Elle savait comment cela allait se passer. Les riches protégeaient toujours les leurs. Le personnel se serrait toujours les coudes. Elle était sur le point d'être renvoyée. « Elle ne m'a pas frappé », dit une petite voix. Tout le monde se figea. Béatrice regardait le sol, les poings serrés. « Elle ne m'a pas frappé. Elle a juste lu un livre. » Le sourire de Madame Harrington s'évanouit. « Béatrice, ma chérie, tu n'as pas besoin de mentir pour la protéger. »« Je veux qu'elle reste, » dit Béatrice en levant les yeux vers son père avec défi. « Je veux la serveuse. » Arthur poussa un soupir qu'il semblait retenir depuis des années. Il regarda Riley. « Vous êtes embauché? Pouvez-vous commencer ce soir? » Riley regarda Madame Harrington. Les yeux de la vieille les femmes étaient un froid, promettant la guerre. Riley regarda Béatrice, une petite chose en colère perdue dans une maison géante. « Je vais faire ma valise, » dit Riley. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de mettre les pieds sur un champ de bataille. Les crises de colère n'étaient que la surface. Le vrai danger n'était pas la fillette de 7 ans. C'était le secret caché dans l'armoire à pharmacie et la femme qui détenait les clés. La première semaine au manoir Sterling fut une véritable leçon de guerre psychologique. Riley s'était attendue à des crises de colère. Ce qu'elle obtint fut une guerre froide. Béatrice ne criait pas. Elle ne jetait pas d'objets. Elle ignorait simplement Riley. Si Riley entrait dans une pièce, Béatrice la quittait. Si Riley posait une question, Béatrice la regardait comme si elle était transparente. C'était inquiétant pour une enfant de 7 ans. C'était le comportement d'une prisonnière qui avait appris que discuter avec les gardiens ne menait qu'à des ennuis. Mais le véritable ennemi n'était pas l'enfant. C'était Madame Harrington. Agatha Harrington dirigeait la maison avec l'efficacité d'un dictateur militaire. Chaque minute de la journée de Béatrix était planifiée dans un classeur à code couleur. Cours de français à 8 heures, violon à 9 heures, étiquette à 11 heures. La fillette était programmée, pas élevée. « Elle est en retard dans ses conjugaisons », dit Madame Harrington à Riley le 3e matin en lui tendant un emploi du temps. « Assurez-vous qu'elle étudie pendant son heure libre. Pas de télévision, pas de jouets. » Riley prit le classeur, se dirigea vers le compacteur de déchets dans la cuisine high-tech et le jeta dedans. Madame Harrington eut le souffle coupé et laissa tomber sa tablette. « Que faites-vous? »« Béatrice a 7 ans, » dit Riley en se servant d'un café. « Elle n'a pas besoin d'1 heure de libre pour étudier les conjugaisons. Elle a besoin de jouer dans la terre. M. Sterling sera informé de cette insubordination. »« Tant mieux, » rétorqua Riley. « Dites-le lui. Mais tant qu'il ne m'aura pas renvoyé, c'est moi qui m'occupe de la petite. Vous, occupez-vous de la poussière. » La guerre était déclarée. Cet après-midi-là, il se mit à pleuvoir, une pluie torrentielle qui transforma les jardins soigneusement entretenus en boue. Béatrice était assise dans le solarium, regardant par la fenêtre, l'air malheureux dans sa robe en velours rigide. Riley entra, vêtu d'un jean et d'un vieux sweat à capuche. « Allez, viens, dit-elle. Béatrice ne leva pas les yeux. « Va-t'en, je vais dehors pour sauter dans les flaques d'eau, » annonça Riley. « J'ai besoin d'une partenaire. » Béatrice la regarda comme si elle était folle. « Nous n'avons pas le droit de sortir quand il pleut. Nous allons attraper froid, Madame Harrington dit. »« Madame Harrington n'est pas là, » l'interrompit Riley. « Et la pluie, ce n'est que de l'eau. Ça sèche. » Riley se dirigea vers le vestiaire, prit 2 imperméables et en lança un à Béatrice. La jeune fille l'attrapa par réflexe. Elle hésita un instant. La peur d'enfreindre les règles se lisait sur son visage. Mais elle regarda Riley, qui était déjà en train d'ouvrir les portes-fenêtres, laissant l'odeur de la terre humide et de l'ozone envahir la pièce stérile. Béatrice la suivit. Pendant 20 minutes, elles n'étaient plus employées et employeuses. Elles n'étaient plus que 2 personnes s'échappant d'une prison. Elles piétinaient dans la boue. Riley montra à Béatrice comment trouver des verres. Béatrice glissa et tomba tête la première dans une flaque d'eau, ruinant sa robe de velours. Elle se figea, attendant les cris, attendant la punition. Riley se contenta de rire.
10 points pour le style, 0 pour l'atterrissage. Béatrice cligna des yeux, essuyant la boue de ses yeux. Puis un son jaillit de sa gorge. Un son rouillé, inconnu, un gloussement. Ils retournèrent dans la cuisine, trempés, boueux et frissonnants. Ils riaient jusqu'à ce qu'ils voient qui se tenait près de l'îlot de cuisine. Arthur Sterling et Madame Harrington. Madame Harrington avait l'air triomphante. « Vous voyez, monsieur, je vous avais dit qu'elle mettait la santé de l'enfant en danger. Regardez-les, ils sont sales. » Arthur regarda sa fille. Il vit la boue, il vit la robe ruinée. Le sourire de Béatrice disparut instantanément. Elle recula, essayant de se cacher derrière Riley. « Papa !» commença Béatrice, la voix tremblante. « Elle est trempée jusqu'aux os !» dit Arthur d'une voix basse. Il regarda Riley. « À quoi pensais-tu? »« Nous jouions, » répondit Riley en se plaçant devant Béatrice. « Elle a un système immunitaire fragile, » intervint rapidement Madame Harrington. « Elle a été hospitalisée pour une pneumonie l'année dernière. C'est de la négligence. » Le visage d'Arthur s'assombrit. « Est-ce vrai? Je ne savais pas pour la pneumonie, » admit Riley. « Mais elle va bien. Nous sommes restés dehors pendant 20 minutes. »« Va la changer, » lança Arthur à Riley. « Et rejoignez-moi dans mon bureau, » dit Madame Harrington avec un sourire narquois. Riley emmena Béatrice à l'étage. La fillette tremblait, mais pas à cause du froid. « Il va te renvoyer, » murmura Béatrice. « Tout le monde part quand Agatha les dénonce. »« Je ne partirai pas, » promit Riley en séchant les cheveux de Béatrix avec une serviette. « Maintenant, enfile ton pyjama chaud. Je m'occuperai de ton père. » Riley se dirigea vers le bureau. Elle ne frappa pas. Elle entra. Arthur se servait d'un verre. « Oh, tu n'as aucune idée à quel point elle est fragile, Riley. Sa mère est morte d'une maladie respiratoire. Je ne peux pas la perdre. »« Tu es en train de la perdre, » dit Riley sans détour. Arthur se retourna, un verre à la main. « Pardon? Tu t'inquiètes pour ses poumons. Tu devrais t'inquiéter pour son moral. Cette petite fille a peur de toi. Elle pense que tu la détestes. »« Je lui donne tout, » cria Arthur en posant violemment son verre. « Cette maison, la meilleure éducation, les plus beaux vêtements. Tu lui donnes des choses, » énuméra Riley en s'approchant. « Mais tu ne lui donnes pas toi-même et tu la laisses avec cette femme. Madame Harrington est avec cette famille depuis 20 ans. Elle m'a élevé. »« Alors elle a fait un travail épouvantable, » rétorqua Riley. « Parce que vous êtes aveugle. » Harrington se fiche de Béatrice. Elle se soucie du contrôle. Elle maintient Béatrice dans la peur et l'isolement afin de conserver son emploi. Béatrice a gloussé aujourd'hui. Arthur, elle a ri. Savez-vous depuis combien de temps elle n'avait pas ri? Arthur se tut. La colère semblait l'avoir quitté, remplacée par une profonde et lasse tristesse. Je ne sais pas comment lui parler. Chaque fois que j'essaie, elle crie ou s'enfuit. Parce qu'elle est sous médicament, dit Riley. C'était une supposition, une intuition qu'elle avait depuis plusieurs jours. Arthur fronça les sourcils. Elle prend des vitamines et un complément alimentaire léger pour l'aider à se concentrer. C'est le médecin qui le lui a prescrit. Qui lui donne les comprimés? Agatha, arrêtez les pilules, dit Riley, juste pendant une semaine. Laissez-moi m'occuper de son alimentation. Laissez-moi m'occuper de son emploi du temps. Si elle ne va pas mieux dans 7 jours, je partirai et vous pourrez me poursuivre en justice. Arthur regarda la serveuse. Il vit le feu dans ses yeux. Il vit la boue encore collée à ses chaussures. « Une semaine, dit Arthur, mais si elle tombe malade, c'est fini pour vous. » La rébellion du grilled cheese marqua un tournant, mais la bataille était loin d'être terminée. Le lendemain matin, Riley intercepta Mme Harrington dans le couloir devant la chambre de Béatrix. La vieille femme tenait un petit plateau en argent avec un verre de jus et 2 petites pilules roses. « Je vais les prendre, » dit Riley en bloquant la porte. Les yeux de Mme Harrington lancèrent des éclairs de véritable venin. « Ce sont ses compléments alimentaires du matin. » Monsieur Sterling insiste. « En fait, Monsieur Sterling et moi avons discuté. Plus de compléments pendant une semaine. » Mme Harrington serra le plateau plus fort. « Vous faites une erreur, petite sotte. Sans ça, elle devient ingérable. Elle a des crises violentes. Je prendrai le risque. » Riley s'empara du plateau. Elle entra dans la salle de bain et jeta les pilules dans les toilettes. Mme Harrington la regarda, le visage figé dans une expression de rage froide. « Vous allez le regretter. Les 2 premiers jours de sevrage ont été brutaux. Béatrice était irritable, anxieuse et ne pouvait pas dormir.
Elle a jeté un vase contre le mur mardi. Elle a mordu le bras de Riley mercredi. Riley n'a pas crié. Elle n'a pas enfermé Béatrice dans sa chambre. Quand Béatrice se mettait en colère, Riley s'asseyait par terre et attendait. Quand Béatrice pleurait, Riley lui proposait un câlin. Jeudi, le brouillard s'est dissipé. Riley s'est réveillée avec l'odeur de pain brûlé. Elle a couru en bas et a trouvé Béatrice debout sur un tabouret dans la cuisine, essayant d'atteindre la confiture. « J'ai faim », a dit Béatrice. Ses yeux étaient clairs, les cernes s'estompaient. « Faisons des pancakes », a dit Riley. « Mais on le fait à ma façon, en mettant du désordre. » Pour la première fois, la maison semblait vivante. Elles ont mis de la musique pop à fond. Elles ont mis des fleurs au plafond. Et au milieu de tout cela, Arthur entra. Il était habillé pour une réunion du conseil d'administration et consultait ses emails sur son téléphone. Il s'arrêta. Il sentit l'odeur des crêpes. Il entendit la musique. Il regarda sa fille. Elle ne criait pas. Elle n'était pas dans son monde. Elle dansait avec une spatule. « Papa !» cria Béatrice. Elle ne s'enfuit pas. Elle brandit une crêpe déformée et brûlée. « C'est moi qui l'ai faite, on dirait un monstre. » Arthur resta figé. Riley lui donna un petit coup de coude. « Mangez le monstre, Monsieur Sterling. » Arthur prit une bouchée de la pâte crue et brûlée. Il l'avala. C'est délicieux. Béatrice rayonnait. C'était la première fois que Riley les voyait se rapprocher, mais, tapis dans l'embrasure de la porte, observant cette scène domestique heureuse, se trouvait Madame Harrington. Elle ne regardait pas Arthur. Elle regardait Riley avec les yeux d'un prédateur qui venait de réaliser que son territoire avait été envahi. Ce soir-là, Riley décida de mener son enquête. Elle attendit que tout le monde soit endormi. Elle savait que Madame Harrington tenait un journal quotidien dans le bureau du garde-manger, une petite pièce attenante à la cuisine. Riley descendit discrètement les escaliers. La maison gémissait sous le vent. Elle utilisa son téléphone comme lampe de poche. Le bureau du garde-manger n'était pas fermé à clé. Riley fouilla dans les tiroirs. Elle trouva le registre des dépenses du ménage. Elle trouva les horaires du personnel. Puis, caché au fond d'un dossier intitulé « Médical », elle le trouva. Ce n'était pas un carnet d'ordonnances, c'était un reçu d'une pharmacie étrangère. Désoxine, haloperidol. La formation d'infirmière de Riley prit le dessus. La désoxine était de la méthamphétamine, un stimulant de qualité médicale. L'haloperidol était un antipsychotique puissant utilisé pour traiter la schizophrénie. Madame Harrington ne donnait pas de vitamine à Béatrice. Elle lui donnait un mélange de stimulants pour la rendre instable et agressive pendant la journée et de calmants pour l'assommer la nuit. Elle provoquait chimiquement un trouble du comportement. Pourquoi? Riley creusa davantage. Elle trouva un relevé bancaire, un compte joint, Agatha Harrington, Sterling Trust. Il y avait une clause d'allocation, une allocation pour aidants, 20 000 $ par mois pour la prise en charge de besoins spéciaux. Si Béatrice était guérie ou envoyée dans un internat ordinaire, Madame Harrington perdait 20 000 $ par mois. Si Béatrice était malade et ingérable, Madame Harrington restait indispensable et l'argent continuait à couler à flot. Elle empoisonnait une enfant pour toucher un salaire sommaire. Riley se sentit mal. Elle saisit les papiers, les mains tremblantes. Elle devait immédiatement les montrer à Arthur. Elle se retourna pour quitter le bureau. La lumière s'alluma. Madame Harrington se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle ne portait pas son costume habituel. Elle portait une robe de chambre en soie et tenait dans sa main un lourd chandelier dans laiton. « Je savais que vous étiez une balance », dit doucement Madame Harrington. « Les balances vont toujours fouiner là où elles n'ont rien à faire. »« Vous la droguez », dit Riley en reculant contre le bureau. « J'en ai la preuve. Arthur vous tuera. Arthur croit ce que je lui dis de croire. C'est un homme faible, en deuil de sa femme décédée. Je suis la seule stabilité qu'il connaisse. » Madame Harrington fit un pas en avant, levant le chandelier. « Vous allez me donner ces papiers, Riley, puis vous allez faire vos valises et partir. Tu vas voler de l'argenterie en partant. Voilà l'histoire, la serveuse voleuse qui s'est enfuie dans la nuit. Je ne vais nulle part, se prépara Riley. « Oh, je pense que si. » Madame Harrington se jeta sur elle. Riley esquiva, mais pas assez vite. La lourde base en laiton lui heurta l'épaule, envoyant une vague de douleur le long de son bras. Riley trébucha, renversant une pile de dossiers. « Au secours! Au feu! » hurla soudain Madame Harrington, laissant tomber le chandelier et déchirant sa propre robe.
Elle se griffa le visage avec ses ongles. « Que faites-vous » halta Riley, changeant le cours de l'histoire. Tom Harrington siffla. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. L'équipe de sécurité, Arthur. Riley était acculée. Elle serra les papiers contre sa poitrine. Elle détenait la vérité, mais elle n'était qu'une serveuse. Tom Harrington était l'institution. La porte s'ouvrit brusquement. 2 agents de sécurité se précipitèrent, armes au poing. Arthur les suivait de près, vêtu d'un pyjama, les yeux écarquillés de panique. « Elle m'a attaqué », hurla Madame Harrington en s'effondrant sur le sol et en pointant un doigt tremblant vers Riley. « Je l'ai surprise en train de voler les dossiers médicaux. Elle m'a frappé. » Arthur regarda Madame Harrington, le visage ensanglanté. Il regarda Riley, qui tenait les dossiers, haletante, l'air coupable. « Riley ?» demanda Arthur, la voix brisée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Riley regarda l'homme pour lequel elle commençait à éprouver des sentiments. Elle regarda les papiers qu'elle tenait dans sa main. « Baby, j'ai trouvé le poisson, » dit Riley, la voix calme malgré la peur. « J'ai découvert pourquoi ta fille hurle. » Arthur hésita. « Ne l'écoutez pas. » Madame Harrington pleura. « C'est une droguée. Regardez ses yeux. » Arthur fit un pas vers Riley. « Donnez-moi les papiers. » Riley tendit la main. Mais avant qu'Arthur ne puisse les prendre, Madame Harrington se précipita depuis le sol, non pas vers Riley, mais vers les papiers. Elle les attrapa avec une rapidité qui défiait son âge et les déchira en 2. Puis elle les jeta à nouveau en l'air. « Emmenez-la » Madame Harrington hurla aux gardes. Les gardes attrapèrent Riley. « Non, Arthur, écoutez-moi. Vérifiez les pilules. Vérifiez les comptes bancaires. » Riley hurla tandis qu'on la traînait hors de la pièce. Arthur se tenait au milieu du bureau, entouré de papiers déchirés. Il regarda sa fidèle gouvernante, qui sanglotait sur le sol. Puis il regarda le seul morceau de papier qui avait atterri sur sa pantoufle. Ce n'était pas un relevé bancaire, c'était un reçu. Il se baissa et le ramassa. Il lut le nom chimique, haloperidol. Il regarda Madame Harrington. Elle pleurait toujours, le visage caché dans ses mains. Arthur ne dit pas un mot. Il ne dit pas aux gardes d'arrêter. Il plia simplement le morceau de papier et le mit dans sa poche. La guerre venait de se déplacer de la chambre d'enfant à la chambre principale, et Riley était parti. La cellule de détention du 19e commissariat sentait le café froid et le désespoir. Riley était assise sur le banc métallique, serrant ses genoux contre elle. Elle était là depuis 6 heures. Personne n'était venu. Elle avait utilisé son unique appel téléphonique pour laisser un message à la maison de retraite, les suppliant de ne pas expulser sa mère si le paiement était en retard. Elle ferma les yeux et vit le visage de Beatrix. La trahison, la confusion. Elle pense que je l'ai abandonnée. Cela lui faisait plus mal que les menottes. De retour au domaine Sterling, le silence était revenu. C'était une couverture lourde et suffocante. Béatrice était assise au milieu de sa chambre. Les Barbies sans tête avaient disparu. La chambre était à nouveau impeccable. Madame Harrington l'avait nettoyée pendant que Béatrice dormait. « C'est l'heure de prendre tes vitamines, ma chérie. » Madame Harrington roucoula en entrant dans la pièce. Béatrice regarda les pilules roses. « Je n'en veux pas. Riley a dit qu'elles étaient mauvaises. Riley était une voleuse, dit Madame Harrington, la voix dégoulinante de fausse compassion. Elle a volé l'argenterie dans la salle à manger. Elle ne s'est jamais souciée de toi, Béatrice. Elle faisait juste semblant pour se rapprocher de l'argent de papa. « Vous mentez !» hurla Béatrice. Madame Harrington attrapa le menton de Béatrice. Elle serra fort, ses ongles s'enfonçant dans la peau douce. « Écoute-moi, petite morveuse. Elle est partie. Elle est en prison. Si tu ne prends pas ces pilules, je ferai en sorte qu'elle y reste pour toujours. C'est ce que tu veux. » Les yeux de Béatrix se rempliront de larmes. Elle secoua la tête. Puis avale. Béatrice avala les pilules. La lumière dans ses yeux commença à s'éteindre. Le zombie était de retour. En bas, dans le bureau principal, Arthur Sterling ne dormait pas. Il ne travaillait pas. Il fixait un bout de papier sous une lampe grossissante. Haloperidol. Il prit son téléphone et composa un numéro privé. Dr. Evans, le médecin de famille qui avait été écarté par Mme Harrington il y a des années. « Evans, dit Arthur d'une voix rauque, j'ai besoin que vous effectuiez un test toxicologique, pas sur moi, sur un échantillon que j'ai trouvé dans la poubelle. » « Arthur, il est 3 heures du matin.
J'arrive tout de suite. Arthur conduisit lui-même. Il ne faisait pas confiance à son chauffeur. Il ne faisait confiance à personne. Il tendit au médecin l'autre moitié du reçu déchiré et un petit flacon de liquide transparent qu'il avait réussi à extraire du flacon de vitamines pendant que Mme Harrington prenait sa douche. Le Dr. Evans effectua le test. Cela prit 1 heure. Lorsqu'il revint, il était pâle. Arthur, c'est un cocktail d'antipsychotiques et d'amphétamines. C'est un calmant chimique. Il imite les symptômes du trouble bipolaire et du TDAH sévère, mais il induit également de la paranoïa et de l'agressivité à mesure qu'il s'estompe. Qui prend ça? Arthur eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Béatrice. Le Dr. Evans laissa tomber son bloc-notes. Elle a 7 ans. Cela pourrait causer des dommages neurologiques permanents. Qui a prescrit ça? Personne, murmura Arthur. Agatha. Arthur se leva. Une rage froide et dangereuse l'envahit. C'était un homme qui pouvait détruire des entreprises d'un simple trait de plume. Il réalisait maintenant qu'il avait laissé une vipère vivre dans son nid pendant 2 décennies. « Appelez la police, dit Evans. « Non, répondit Arthur en boutonnant son manteau. « Pas encore. Si j'appelle la police, elle fera appel à un avocat. Elle prétendra que c'était une erreur ou que je l'avais autorisé. Elle a accès au fonds familial. Elle disparaîtra avec des millions. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai un gala de charité demain soir, dit Arthur. Le regard dur comme de la pierre. La presse sera là. Le conseil d'administration. Agatha adore être sous les feux de la rampe. Je vais lui offrir un spectacle qu'elle n'oubliera jamais. Et la serveuse. Arthur grimaça. Je dois la faire sortir. Le soleil se levait lorsque la lourde porte en acier de la cellule de détention s'ouvrit dans un cliquetis. Miller, tu as payé ta caution. Le gardien grogna. Riley se leva, raide et endolorie. Elle sortit dans le hall, s'attendant à voir un agent de cautionnement. Au lieu de cela, elle vit Arthur Sterling appuyé contre le mur, l'air de ne pas avoir dormi depuis 1 semaine. Elle s'arrêta. « Tu es venu pour t'assurer que je quitte la ville? » Arthur s'approcha d'elle. Il se moquait que les gens les regardent. Il s'agenouilla sur le sol en linoléum sale. « Arthur! » Riley recula, choqué. « Je suis tellement désolé, dit le milliardaire, la voix brisée. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas vu. Tu avais raison sur tout. » Riley le regarda. Elle vit le bout de papier dans sa main. « Elle va bien? » demanda immédiatement Riley. « Pas « suis-je viré » ni « où est-ce mon argent ?» « Elle est en vie, » dit Arthur en se levant. Mais Agatha la détient. « Riley, j'ai un plan, mais je ne peux pas le réaliser seul. Béatrice te fait confiance. J'ai besoin que tu retournes une dernière fois dans la fosse au lion. » « Elle m'a piégé, dit Riley. Elle le refera. »« Pas cette fois, promit Arthur, parce que cette fois, c'est nous qui tendons le piège. » Le gala annuel de la Fondation Sterling était l'événement mondain de la session à Manhattan. Le domaine était métamorphosé. L'allée était bordée de Bentley et de Rolls-Royce. Le jardin était recouvert d'une tente en soie. Les photographes se pressaient sur le tapis rouge, leurs flashs crépitant comme des éclairs. À l'intérieur, Mme Harrington était dans son élément. Elle portait une robe en velours noir qui coûtait plus cher que la maison d'enfance de Riley. Elle dirigeait le personnel de restauration d'un geste vif et impérieux. « Monsieur Sterling, salua-t-elle Arthur alors qu'il descendait les escaliers en smoking. « Tout est parfait. Le sénateur est là et la presse demande à voir Béatrice. »« Est-elle prête? » demanda Arthur, sans bouger son masque facial. « Elle est un peu fatiguée, répondit Mme Harrington d'un ton suave. Je lui ai donné un léger sédatif pour l'aider à surmonter son anxiété face à la foule. Elle sera un ange. « Excellent, dit Arthur. Faites-la descendre dans 20 minutes pour le discours. » Mme Harrington acquiesça et s'éloigna. Elle se sentait invincible. La serveuse avait disparu, probablement en fuite. Arthur était de nouveau sous sa coupe. L'argent était en sécurité. Elle monta à l'étage dans la chambre d'enfant. Béatrice était assise sur le lit, vêtue d'une robe rose à froufrou, le regard fixé sur le mur. Ses pupilles étaient dilatées, elle se balançait légèrement. Debout. Mme Harrington frappa dans ses mains. « C'est l'heure du spectacle, princesse! N'oublie pas, souris pour les caméras. Si tu pleures, je te confisquerai tes poupées pour toujours. » Béatrix acquiesça lentement. Ses mouvements étaient lents. En bas, la fête battait son plein. Les serveurs circulaient avec du champagne. Parmi eux, se déplaçant avec une efficacité invisible, se trouvait une femme aux cheveux noirs tirés en un chignon serré, vêtue de l'uniforme standard des traiteurs. Riley gardait la tête baissée.
Elle tenait un plateau de beignets de crabe. Elle se frayait un chemin à travers la foule, à l'écoute. « Arthur a l'air terrible, » murmura une mondaine. « Eh bien, tu sais comment est sa fille, » répondit une autre. « Instable. La pauvre Agatha fait tourner cette maison. » Riley serra le plateau plus fort. Elle se fraya un chemin jusqu'à l'arrière-scène, derrière le podium. Arthur était là, en train de régler son micro. Il la vit et lui fit un signe de tête à peine perceptible. « Mesdames et messieurs, » tonna l'annonceur, « veuillez accueillir votre hôte, Arthur Sterling. » Les applaudissements retentirent. Arthur monta sur scène. Il regarda la foule, composée de personnes riches, puissantes et inconscientes. « Merci, dit Arthur. Ce soir, nous parlons de l'avenir. Nous parlons de la protection des innocents. Et en parlant d'innocents, dit-il en faisant un geste vers le côté de la scène. Madame Harrington sortit, tenant la main de Béatrix. La foule s'écria « Quel bel enfant !» Mais alors qu'elles entraient dans la lumière des projecteurs, Béatrix trébucha. Madame Harrington lui tira le bras avec force, un sourire figé sur le visage. « Salut, ma chérie !» siffla Madame Harrington entre ses dents. Béatrix leva péniblement la main. Elle regarda les lumières vives. Elle regarda la foule. Elle avait l'air terrifiée et droguée. « Elle n'a pas l'air bien », murmura quelqu'un au premier rang. Arthur resta au podium pendant des années. Il commença à s'écarter du script. Je pensais que ma fille était malade. On m'a dit qu'elle était brisée. On m'a dit qu'elle avait besoin de discipline et de médicaments. Madame Harrington se raidit. Elle regarda Arthur d'un air sévère. Mais récemment, continua Arthur, la voix plus forte, j'ai appris que la maladie peut être fabriquée et que les monstres ne vivent pas sous le lit. Ils vivent dans les quartiers du personnel. Les yeux de Madame Harrington s'écarquillèrent. Elle essaya d'éloigner Béatrix de la scène. « Viens, ma chérie. »« Papa plaisante. Reste où tu es, Agatha, » ordonna Arthur. Le micro grésilla. La salle devint silencieuse. « Que signifie tout cela » demanda Madame Harrington, essayant de conserver sa dignité. « Il est ivre. Coupez la transmission. »« Je ne suis pas ivre, » dit Arthur, « et nous n'allons rien couper. » Il désigna le grand écran de projection derrière lui, habituellement utilisé pour les statistiques caritatives. L'écran clignota. Une vidéo commença à être diffusée. Elle était granuleuse, en noir et blanc, filmée par une caméra cachée. Arthur l'avait installée dans la nurserie le matin où il avait payé la caution de Riley. À l'écran, Madame Harrington écrasait des pilules dans le yaourt de Béatrix. Audio. « Mange ça, petite misérable. Si tu le dis à ton père, je lui dirai que tu es folle. Personne ne croit une enfant folle. » La foule eut le souffle coupé, une inspiration collective qui aspira l'air de la pièce. Madame Harrington se figea. Elle lâcha la main de Béatrix comme si elle était brûlante. « C'est truqué, hurla-t-elle, la voix brisée. « C'est un deepfake, n'est-ce pas ?» demanda Arthur. « Et les virements bancaires, le détournement de fonds, les pots de vin de la pharmacie étrangère ?» Madame Harrington regarda autour d'elle. Les mondains la regardaient avec horreur. L'illusion s'effondrait. « Homme ingrat !» hurla-t-elle, son masque tombant complètement. « Je t'ai élevé, je t'ai sauvé. Cette fille est un démon. Elle a besoin de médicaments, sinon elle le détruira tout. » Elle se jeta sur Béatrix et attrapa la jeune fille par les épaules. « Dis-leur à quel point tu es mauvaise. » Béatrix gémit, trop faible pour se défendre. Soudain, une silhouette vêtue d'un uniforme de serveur surgit des coulisses. Riley frappa Madame Harrington avec la force d'un joueur de football américain. Elle n'utilisa pas son élégance. Elle utilisa sa rage protectrice à l'état pur. Elle plaqua la femme plus âgée, les envoyant toutes les deux s'écraser contre des compositions florales. « Lâchez-la !» hurla Riley en plaquant Madame Harrington au sol. Les agences de sécurité se précipitèrent sur la scène, mais ils n'attrapèrent pas Riley. Ils attrapèrent Madame Harrington. Arthur courut vers sa fille. Il prit Béatrix dans ses bras. Elle tremblait et pleurait en silence. « Je te tiens. » Arthur pleura dans ses cheveux. « Je te tiens, Bay. Elle ne peut plus te faire de mal. » Riley se releva et poussa tendre les pétales de rose de son uniforme. Elle respirait difficilement. Toute la salle la regardait. La serveuse qui venait de plaquer la maîtresse de maison en direct à la télévision. Madame Harrington fut emmenée de force, criant des obscénités et donnant des coups de pied aux gardes. Le silence qui suivit était pesant.
Arthur se leva en tenant sa fille dans ses bras. Il regarda la foule, puis il regarda Riley. Il se dirigea vers le micro, toujours avec Béatrice dans les bras. « Que tout le monde sorte, » dit Arthur. « Mais le dîner, » commença Adonna. « Lee, » rugit Arthur, « sortez de ma maison. » Les invités se précipitèrent. En quelques minutes, la salle de bal était vide. Il ne restait plus qu'Arthur, Béatrice et Riley debout au milieu des tables de gala abandonnées. Béatrice leva la tête de l'épaule de son père. Elle regarda Riley. Ses yeux étaient embrumés, mais elle reconnut son ami. « Riley, » murmura-t-elle, « tu as battu la sorcière? » Riley sourit, les larmes coulant sur son visage. « Oui, petite, j'ai vaincu la sorcière. » Béatrice tendit les bras. Riley s'approcha et prit la petite fille dans ses bras. Béatrice enfouit son visage dans le cou de Riley et, après des années de retenue, elle laissa enfin libre cours à ses émotions. Elle sanglota. Ce n'était pas une crise de colère, mais un pur soulagement déchirant. Arthur les regardait. Il savait que la guerre était gagnée, mais la guérison n'avait même pas commencé. La neige tombait doucement sur Manhattan, recouvrant la ville d'un manteau blanc et silencieux. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit du gala, la nuit que les tabloïds avaient qualifiée de jugement dernier du tapis rouge. Le domaine Sterling ne ressemblait plus à une forteresse. Dans le jardin, il y avait un bonhomme de neige, légèrement de travers, qui portait l'une des écharpes en soie coûteuse d'Arthur Sterling. Les fenêtres, autrefois recouvertes de lourds rideaux occultants, étaient ouvertes à la lumière hivernale. À l'intérieur, le silence avait disparu. Dans la cuisine, il y avait des fleurs partout. Riley apprenait à Béatrice à faire de la pâte à pizza. Béatrice, qui avait désormais l'air en bonne santé et pleine de vie, avec les joues roses et un peu plus de poids, riait en jetant un morceau de pâte contre le mur. « Ça a collé !» s'écria Béatrice. Arthur était assis à l'îlot de cuisine. Il ne portait pas de costume, mais un pull en maille torsadé et un jean. Il lisait un livre sur la psychologie infantile, mais il passait surtout son temps à observer les 2 personnes les plus importantes de sa vie. Le rétablissement n'avait pas été facile. Le premier mois après le gala avait été un cauchemar. Béatrice avait souffert de symptômes de sevrage. Il y avait eu des nuits de cris, de tremblements et de terreurs fantomatiques où elle pensait que Mme Harrington allait surgir des conduites d'aération. Riley ne l'avait pas quittée d'une semelle. Elle avait installé un lit de camp dans la chambre de Béatrice. Elle lui tenait la main pendant les crises de fièvre. Elle lui chantait des berceuses jusqu'à en perdre la voix. Arthur avait annulé tous ses voyages d'affaires. Pour la première fois, il apprenait à être père, guidé par la serveuse, qui en savait plus sur l'amour que lui sur la bourse. La justice avait été rapide. L'enquête policière avait révélé qu'Agatha Harrington détournait des millions du Sterling Trust depuis plus de 10 ans. La contrainte chimique d'une mineure ajoutait une liste de crimes qui lui garantissait de mourir dans une prison fédérale. L'enfant incurable n'était pas brisé. Elle était empoisonnée. Et Riley s'essuya les mains sur son tablier et regarda Arthur. « Terre à PDG. Vous la fixez. » Arthur sourit. « Je l'admire. » Il se leva et se dirigea vers eux. La dynamique avait changé. Riley n'était plus une employée. Techniquement, elle était toujours salariée, mais les frontières étaient floues depuis longtemps. « J'ai une surprise, » dit Arthur. « Va te changer. Des vêtements élégants, mais confortables. »« Où allons-nous » demanda Béatrice, les yeux écarquillés. « C'est une fête ?»« Mieux que ça, » répondit Arthur. 1 heure plus tard, le SUV noir s'arrêta à un endroit familier. L'enseigne au néon clignotait dans la pénombre. Le Silver Spoon Diner. Riley eut le souffle coupé. « Arthur, pourquoi sommes-nous ici? »« Nous avons une affaire à régler, » répondit Arthur. Ils entrèrent dans le restaurant. Il y avait beaucoup de monde. Rick, le gérant qui avait l'habitude de crier sur Riley, leva les yeux. Il resta bouche bée lorsqu'il vit le milliardaire tenir la porte à son ancienne serveuse. Ils s'installèrent dans la banquette d'angle, la même où ils s'étaient rencontrés. Béatrice se glissa à l'intérieur. Elle n'avait pas de poupée cette fois-ci. Elle avait une confiance en elle toute nouvelle. « Riley ?» demanda Béatrice. « Oui, petite. Je veux un milkshake au chocolat dans un verre. » Riley sourit. « Tout de suite. » Lorsque la commande arriva, Béatrice fixa le verre. Elle regarda Riley, puis, avec une lueur malicieuse dans les yeux, elle fit semblant de le pousser de la table. Arthur sursauta. « Riley, non. »
Béatrice rit et prit une gorgée. Je plaisante, papa. Respire. Arthur expira en secouant de la tête. Vous allez me faire une crise cardiaque. Il fouilla dans sa poche. L'ambiance à table changea. Il sortit une petite boîte en velours. Riley se figea. Le bruit du restaurant sembla s'estomper. Riley, dit Arthur d'une voix calme mais émue. Tu as sauvé ma fille. Tu m'as sauvé. Tu es entré dans une maison remplie de monstres et tu n'as pas bronché. Pour nous, tu n'es pas une serveuse. Tu es notre point d'ancrage. Il ouvrit la boîte. Ce n'était pas un diamant de la taille d'une patinoire. C'était un saphir simple et élégant, bleu, comme la robe que portait Béatrice. Le premier jour où elle avait vraiment souri, « Je ne veux pas d'une nounou, dit Arthur, et je ne veux pas d'une employée. Je veux une partenaire. Je veux une mère pour Béatrice. Veux-tu nous marier? » Riley regarda la bague, puis elle regarda Béatrice. Béatrice sautillait sur sa chaise. « Dis oui. Dis oui. » On a répété ça dans la voiture. Riley rit, les larmes aux yeux. Elle regarda l'homme qui avait réappris à aimer et la petite fille qui avait réappris à vivre. « Oui, murmura Riley, je vous épouse. » Le restaurant éclata en applaudissements. Rick applaudissait le plus fort. Béatrice applaudissait et les serrait tous les deux dans ses bras. « Ça veut dire que j'aurai un frère? » demanda-t-elle à voix haute. Arthur et Riley rougirent. « Finissons d'abord le milkshake. » Riley rit. Alors qu'ils étaient assis là, une famille est forgée dans le feu. Riley regarda par la fenêtre. Elle repensa aux 3 $ qu'elle avait sur son compte bancaire le jour où elle les avait rencontrés. Elle pensa aux taches sur son tablier. Elle pensa à la façon dont les gens la considéraient comme une simple serveuse. Elle réalisa alors que les titres n'avaient aucune importance. Attends. Les nounous, les tuteurs, les psychologues, tous avaient échoué parce qu'ils traitaient Béatrice comme un travail. Riley avait réussi parce qu'elle traitait Béatrice comme un être humain. L'amour, en fin de compte, était la seule référence qui comptait. C'est ainsi que Riley Miller est passé du service en salle à sauver une vie, prouvant que parfois, il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat ou un salaire d'1 million de dollars pour changer le monde. Il suffit d'avoir le courage d'écouter quand tout le monde crie. Arthur et Riley se sont mariés 3 mois plus tard lors d'une cérémonie privée dans le jardin, avec Béatrice comme demoiselle d'honneur. Ils ont créé une fondation dédiée à aider les enfants injustement diagnostiqués comme souffrant de troubles du comportement, afin qu'aucun enfant ne souffre plus jamais en silence. Si cette histoire vous a touché, ou si vous croyez qu'un peu de gentillesse peut vaincre même les secrets les plus sombres, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune histoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que les héros se trouvent parfois là où on les attend le moins. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo. Alright. On it. I'm in front of garage again. Drop in a smoke.Lepsy long. No peeking. Der hatte keinen Spike. Spike planted. Not ready yet. Wall raised. One enemy remaining. Nice. Nice, good job, guys. Gute Runde. That moment is gone. Ob das einen Hintergedanken hat? I don't know. Ja, 49 Stunden, dann QA-Test, insgesamt 80 Stunden. Race, you can have my ghost if you want to. Boah, 80 Stunden, schon viel. Aber du hast dafür ein halbes Jahr oder so, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Nein, wie lange hast du dafür? Breaking Garage Door. No peeking. Wall raised. 4.5 abgeben. Hast du das jetzt erst also 3 Monate. Drop in a smoke.
missiles away. Spike under heaven. down A. Have a kid. Refreshing. Last Ich player hätte die standing. Sheriff aufheben sollen. Die Spectre. Not Im ready Bett. yet. Wenigstens noch schriftliche Prüfung. Okay. Also komplett stressig einfach. For no reason, oder was? Ist ja geil. Paint? Check. Charges? Check. Brakes? Dass ich Ende März fertig bin. Um dann für die schriftliche zu lernen? Oder dann mit allem fertig zu sein? Where is it? B or A? No peeking. Got it. On you. Skedaddle ah. Du Moinder. Drop in a smoke. Gecko close on side. Spike down C. One enemy remaining. My ultimate is ready. Ja, Präsi fokussieren lernen. Ja gut, das klingt doch nach einem guten Plan. Dann hoffe ich mal, dass es so weitergeht. Der Shot, Dankeschön. Der Shot auf die Jet war geil. Dass ich den gehittet habe. Geil. Okay, ich sag Clove-Main. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich mit Clove aufgehört hatte. Ich glaube, weil ich einfach Reyna spielen wollte. Ich war da halt cocky, ne? Und war so, ja Mann, ich kann Reyna spielen. Ich bin Reyna-Main. Bin ich nicht. You never watched. Ich habe einfach den Champ gewechselt, deswegen bin ich Wash geworden. Nein. Meine Reyna war ja auch ganz gut, mal kurz. Aber ich Rang bist du. Ich bin Gold 2 gerade. Lady Bodhi. Breaking Garage Door again. Drop in a smoke. Die baiten halt immer das Smoke von mir raus. Aber to be fair haben wir auch Astra Smokes, also ist das actually fine. Ich glaube, Double Smokes of Haven ist actually completely fine, oder? Kann man halt machen, so. Das ist ein bisschen scary, dass alles open ist. Ah, die guckt da, also kann ich hier gucken eigentlich. Yeah, rotating. Check. Go see club. Ja, hier habe ich die Ruckler nicht so crazy. Smoking Garage. No peeking. No peeking. Zu den Nachrichten von Fessi, okay, hau raus. One garage. 30 seconds No left. one see long. No, he's got it, bro. Yeah, more garage. Oh, he's FPS. So good. He's B. Was labert der? Wir haben ja auch nie gesagt, Spike dass es planted. C ist. In der Last player standing. One on the left. Be careful, club. Ja, ja. Ja, ich hab's He's on gehört. Oh yeah! Hmm. Monster on the loose! The steps. One enemy Target remaining. down. My ult is ready. Unlucky. Empty. Wie ich so keine ernste Frage nicht beantworten. Then Papaja. You compromise your Junge. you hand enough. Ich weiß es actually gar nicht jetzt im Moment. Ich weiß nicht, was ich beantworten, aber ich könnte es auch gar nicht. Ich habe mich locker seit 3 Monaten nicht mehr gewogen oder so. I wouldn't even know. Crazy. Das ist nicht das erste Mal, dass diese Frage in diesem Chat stand. Aber ich habe da auch nicht so ein Problem mit. In the rough. Drop in a smoke.
One in front of Garrett. Minus 80, Omen. No peeking. Ja, der Omen ist Psychopath. Der steht die ganze Zeit einfach vor Garage. Der macht nichts. Ach, Killjoy Silong. Three more. Never left. Go help her race. Ich hab getrollt. Spike planted. No peeking. Ich will den Realitätscheck nicht haben. Aber ich finde, Gewicht sagt aber nicht so crazy viel aus. You know? Ist halt einfach, keine Ahnung. Last player Ich will jetzt nicht eine standing. bestimmte Gewichtszahl erreichen. Ich möchte einen bestimmten Body-Type sozusagen erreichen. Mäßig, so. Oh mein Gott, kann so war ich mies Internet. Nach monatelanger Arbeit. Boah, das ist demütigendes Sport ziehe ich jetzt noch durchaus Disziplin. Aber ja gut, wenn du es durch Krankheit, da kannst du ja, also ist halt scheiße, aber was willst du machen, ne? Aber ich check auch, dass es demotivierend ist. Aber du kommst irgendwann noch dahin, wo du hin willst. Diese typischen Schmächte, Komödien, ich weiß, man soll die Frauen lieber nach dem Alter fragen, dann hauen die raus, wie viel wiegst du, ja, true. Du hast 2 Kilo abgenommen bekommen, let's go, herzlichen Glückwunsch. Look on a tongue. Bitte, Silong. No In front of peeking. garage. Drop in a smoke. Wenn ich ehrlich bin. Deswegen nicht wiegen. Nicht wiegen. Ah. They're rotating. Ah, people B. Drop in a smoke. Spike planted. Das ist auf. Ey, ja, ich habe ihn nicht gesehen. My bad. Mich juckt das eigentlich nur, wie viel ich wiege, solange ich mich wohlfühle, aber die Zahl auf der Waage bestätigt, dass ich mich von der We're going back. Leistungssport zur faulen Sau geworden bin. Ach mein Gott, aber ich habe das auch Gefühl, so wenn man Leistungssportler ist, dann hat man irgendwann so das Gefühl, man hat doch einfach, man hat so seinen Sport gemacht fürs Leben. So, keine Ahnung.